Alors bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous parler des énergies fossiles et de leurs problématiques et du fait qu'il faut absolument les remplacer par les énergies renouvelables. Et je vais vous parler plus précisément du cas du dihydrogène que l'on appelle communément l'hydrogène. D'accord ? Donc je me présente, je m'appelle Pierre-Paul Ligotte, je suis microbiologiste, je travaille pour l'Institut de recherche pour le développement, donc c'est l'IRD. Et je travaille plus précisément géographiquement à Marseille, à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis en Tunisie pour développer justement la filière biohydrogène ici. Alors pourquoi s'intéresser à l'énergie ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, tout au long du développement des civilisations humaines, ça a été essentiel pour notre société. Alors au début, on a commencé, en étant des hommes préhistoriques, à se servir des muscles. Les muscles, en fait, c'est l'énergie, la première énergie utilisée par les hommes préhistoriques. Sachant que ce muscle, cette énergie vient d'où ? Vient du soleil. Il faut savoir que c'est le soleil qui a permis l'alimentation des hommes préhistoriques en faisant bien sûr tous les végétaux, etc. etc. Ensuite, il y a eu l'Homo erectus. L'homme préhistorique a évolué jusqu'à l'Homo erectus. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Homo erectus a domestiqué le feu. Et en domestiquant le feu, outre le fait que ça permettait de cuire les aliments, donc d'avoir une meilleure digestion ou de se protéger des animaux, ça a permis aussi aux hommes de se réunir autour d'un foyer et de pouvoir commencer à partager leurs connaissances. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de l'évolution de l'espèce humaine, pendant des millénaires, on s'est servi d'énergie renouvelable. En l'occurrence, on s'est servi du vent pour faire avancer des bateaux, du vent pour les moulins, mais aussi de la force hydraulique des rivières, mais surtout essentiellement le bois. Le bois en fait qu'on faisait brûler pour en retirer de l'énergie. Donc il faut savoir que cette utilisation d'énergie renouvelable a duré sur des millénaires jusqu'au début du 19e siècle avec la révolution industrielle. En fait, les Anglais ont découvert le charbon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le charbon, quand on brûle du charbon, on va brûler 1 kg de charbon, ça dégage 4 à 5 fois plus d'énergie que si on brûle 1 kg de bois. Donc, c'est ce que l'on appelle d'ailleurs la révolution industrielle et à partir de ce moment-là, bien sûr, s'est développée, on va dire, la mondialisation. C'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert après l'électricité, qu'on s'en est servi, bien sûr, le pétrole, le gaz et enfin le nucléaire. Alors pour vous donner un petit peu l'idée de l'importance de l'énergie et de la dépense de l'énergie, je vous montre ici un rapport entre la consommation d'énergie en fonction des richesses. Et ça, c'est pour le monde. On se rend compte que plus on consomme d'énergie, plus on va augmenter en richesse. C'est une corrélation complètement linéaire et progressive, donc c'est totalement proportionnel. En gros, plus on consomme de l'énergie, plus on va gagner en richesse. Mais ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va nous permettre d'améliorer les conditions de vie. Alors ce qu'on appelle dans l'amélioration des conditions de vie, c'est bien sûr la consommation, c'est bien sûr le déplacement, le fait de se chauffer, de se refroidir à l'heure actuelle, etc., mais aussi au niveau de la santé. Et tout ça, en fait, toutes ces améliorations de vie, ça a permis d'améliorer les progrès technologiques. Et quand on améliore les progrès technologiques, on vit mieux, dans un meilleur confort. Et qu'est-ce qui se passe sur la population mondiale? C'est ce que je vous montre ici. Ici, nous avons les années, donc de l'année 1 jusqu'à l'année 2000, et ici les milliards d'habitants. On se rend compte qu'à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle, on a augmenté la population, la démographie a augmenté de façon exponentielle, sachant que là, de nos jours, on approche des 8 milliards d'habitants sur la planète. Donc on se rend bien compte que l'énergie est essentielle au développement de la population et des sociétés à l'heure actuelle. Alors quelles sont les énergies que l'on utilise justement ? À 80%, on utilise les énergies fossiles. Quelles sont les énergies fossiles qu'on connaît ? Il y a le pétrole, le charbon et le gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces énergies, pour s'en servir, il faut absolument les brûler. Et quand on brûle ces énergies, on va dégager du CO2. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Alors ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir, c'est que les gaz à effet de serre, le gaz et les gaz à effet de serre sont essentiels à la vie sur Terre. S'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la planète serait aux alentours de moins 15 degrés. D'accord ? Donc grâce à ces effets de serre, on a une température moyenne à l'heure actuelle qui est aux alentours de 15 degrés Celsius et ça a permis l'apparition de la vie. Pour vous donner un exemple justement de l'influence des gaz à effet de serre sur la chaleur d'une planète, je vous montre ici Mercure et Vénus. Mercure, c'est la planète qui est la plus proche du Soleil. Elle est tellement proche du Soleil qu'elle a perdu son atmosphère, qui a été attirée par la gravité du Soleil. Et on se rend compte qu'à la surface, sa température est de 167 degrés Celsius. Alors qu'on prend le cas de Vénus, qui est beaucoup plus éloignée du Soleil et beaucoup plus proche de la Terre, qui a donc une atmosphère, la température à sa surface est de 462 degrés Celsius.
Pourquoi elle est à cette température? Parce qu'en fait, son atmosphère est composée à 95% de CO2. Et donc on voit bien l'effet de serre ici qui a augmenté la température jusqu'à 462 degrés. Donc on est bien d'accord que plus on va augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère, plus obligatoirement on augmente la température et c'est ce que l'on voit bien ici en corrélation sur ces deux courbes. Donc pour faire une sorte de petite conclusion, plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus la température va augmenter. Alors maintenant, quelle est la problématique du CO2? Parce que jusqu'à maintenant, on pourrait se dire oui, le CO2, mais il a toujours existé et puis il peut être renouvelé. Mais en fait, tout a commencé pendant la période du Carbonifère. Le Carbonifère s'est passé entre moins 360 millions d'années et moins 300 millions d'années. Ça a duré donc 60 millions d'années. Nous sommes sur une Terre qui est en pré-Pangée. La Pangée, pour faire un petit résumé, c'est la réunification de tous les continents en un supercontinent. Là, on est en pré-Pangée et la planète, la Terre, est surtout au niveau des pôles et au niveau du pôle sud. Ce qui va conduire à une énorme glaciation et à l'abaissement du niveau des mers. Donc, on est dans un cas où on a énormément de terres émergées. Et sur ces terres émergées, se sont développées des forêts luxuriantes, immenses, gigantesques, au même titre que l'apparition à ce moment-là des gros insectes, des insectes géants, étant donné qu'il y avait beaucoup d'oxygène à cette époque-là. Les insectes géants, on peut les remarquer avec des fossiles. Il s'avère qu'on a des fossiles d'ailes de libellules où on voyait effectivement le côté gigantesque de ces insectes. Bref, tout ça pour dire quoi? Que c'est à cette période-là, en fait, que s'est créé et formé la majorité du charbon, du pétrole et du gaz que l'on utilise à l'heure actuelle. Mais alors, quelle est la problématique? Je vais faire une petite digression et je vais vous parler de la formation et la croissance des végétaux. Comment se créent et comment croient les végétaux? Les végétaux, en fait, ils se font à partir de la lumière du soleil, c'est la source d'énergie, de l'eau et du CO2. Il faut savoir que tous les végétaux que vous voyez dans l'environnement, leur structure carbonée, la dynamique de la structure carbonée, c'est fait à partir du CO2. Alors à notre époque, qu'est-ce qui se passe? Cette biomasse, qu'on appelle aussi biomasse, ces végétaux, vont mourir. Ils vont tomber sur le sol et ils vont être pris en charge par des macro- et micro-organismes qui vont les dégrader, qui vont les minéraliser jusqu'au stade du CO2. Donc on a une sorte de cercle vertueux, le CO2. Le CO2 acquis dans les végétaux va retourner dans l'atmosphère. D'accord? Mais à l'époque du Carbonifère, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on avait des forêts particulièrement luxuriantes, il a fallu pour certains végétaux de s'adapter pour pouvoir aller récupérer la lumière du soleil. Et donc ils ont inventé quoi? Ils ont inventé le bois. C'est à cette période-là, pendant le Carbonifère, que le bois a été inventé. Alors à notre époque, le bois il est dégradé par des champignons. Mais pendant le Carbonifère, alors que le bois vient d'être inventé, les champignons qui s'y trouvent n'ont pas la capacité de dégrader ce bois. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce bois, cette biomasse qui va mourir, va tomber sur le sol et va être enfoui dans le sol de plus en plus pour créer justement le charbon, le gaz et le pétrole. Donc il faut bien se rendre compte que pendant 60 millions d'années, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On va séquestrer le CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère, on va le mettre dans le sol. Et je vous montre ici le graphe en fait, de l'évolution du CO2 au cours des âges. Là, c'est en millions d'années et ici, c'est les unités du CO2. On se rend compte qu'au début du Carbonifère, on est à peu près à 3500 unités de CO2. Grâce à la séquestration du CO2 sur 60 millions d'années, on descend à environ 200 unités de CO2. D'accord? On a perdu d'ailleurs en température de 5 à 10 degrés sur la planète, ce qui a permis l'apparition des dinosaures et par la suite des mammifères. Donc on se rend bien compte qu'ici, on a perdu une grande quantité de CO2 qui a été mise sous terre. Et qu'est-ce que fait l'être humain? Il va consommer, en fait, il va brûler tout ce qui a été séquestré sous cette terre. D'où l'augmentation importante de CO2 dans l'atmosphère. Et ce qu'il y a aussi d'important, c'est qu'on a mis 2 siècles pour brûler un quart des réserves connues et que c'est la première fois que sur Terre, on observe une aussi rapide progression du CO2 dans l'atmosphère. Alors je corrige un petit peu, on a plus ou moins observé ça aussi pour une seule période, c'est l'extinction permienne. C'est là où on a eu quand même la disparition de 95% des espèces animales marines. Juste pour faire une petite corrélation. Bon, bien sûr, avec ce CO2 dégagé dans l'atmosphère, on va avoir obligatoirement une augmentation de température, vu que c'est du CO2 qui va être en plus dans l'atmosphère. Et je ne vous parle pas des conséquences, mais il y en a certaines et beaucoup, comme par exemple des sécheresses à certains endroits, des inondations à d'autres, des famines, l'acidification des océans, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 2 degrés, on s'attend à ce genre de transformation. Au-delà de 2,5 degrés Celsius, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il peut très bien y avoir des rétroactions positives comme des rétroactions négatives. Donc on ne sait pas. Tout ce que l'on sait,
c'est que certaines zones qui sont massivement habitées à l'heure actuelle ne pourront plus être propices à la vie humaine et il va y avoir obligatoirement des migrations climatiques. Ça, il faut s'y attendre. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il faut absolument que l'on remplace les énergies fossiles par les énergies renouvelables. On en est encore loin, mais on commence à s'y mettre. Alors, qu'est-ce que sont les énergies renouvelables? Déjà, une petite définition. Les énergies renouvelables, c'est une source d'énergie qui doit être reconstituée à l'échelle temporelle d'une génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, on prend un arbre, on le coupe, on s'en sert pour faire du chauffage et autres, on replante un arbre et il faut s'attendre à ce qu'en une génération, on revoie l'arbre pousser. Okay. Donc il existe 6 types d'énergie renouvelables. On a l'éolien avec le vent, le solaire avec le soleil, l'hydraulique avec la force des rivières, les courants marins, force des marées, la biomasse, telle que le bois, l'exemple que je viens de donner, et la géothermie, c'est la température chaude de la Terre. Parmi ces 6 énergies renouvelables, il y en a 5, les 5 que je vous présente ici, c'est-à-dire on enlève la biomasse, vont produire essentiellement et uniquement de l'électricité. Le problème, c'est que cette électricité, il faut se le dire, va être produite de façon intermittente. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il ne va pas y avoir de soleil, il ne va pas y avoir de vent, on ne va pas pouvoir en produire, mais d'autres fois, la production va être bien supérieure à la demande. Le gros problème de l'électricité, c'est qu'il est très difficile de le stocker. On peut le stocker dans des batteries, mais elles se vident très rapidement. Également, dans le transport, c'est particulier, il y a pas mal de pertes dans le transport de l'électricité. Donc il y a une idée qui a germé, c'est le fameux Power to Gas, qui consiste en fait à prendre cette énergie électrique et à le transformer en gaz, et plus particulièrement en dihydrogène. Alors justement, je vais vous parler maintenant de l'hydrogène. Alors qu'est-ce que c'est l'hydrogène? Tout d'abord, c'est le plus petit atome que l'on connaît, qui est dans la table de Mendeleïev, c'est le plus petit atome. Il y a un proton et un électron. Quand on couple 2 atomes d'hydrogène, on va faire une molécule que l'on appelle le dihydrogène et plus communément l'hydrogène, et c'est ce que je vais continuer à dire ensuite pour parler du H2, ça va être l'hydrogène. C'est un gaz. Il faut savoir que cet hydrogène, que ce soit l'atome ou la molécule, c'est l'atome et la molécule les plus répandus dans l'univers. Il faut savoir que toutes les étoiles que vous voyez dans l'espace ou même notre Soleil brûlent, fusionnent cet hydrogène pour en faire de l'énergie nucléaire, d'où cette chaleur, etc. Est-ce que nous en retrouvons sur Terre? Oui, mais surtout complexés à d'autres atomes. Je vous donne les exemples de matière organique par exemple, mais également la molécule d'eau, H2O. On voit bien qu'il y a de l'hydrogène dans l'eau. Est-ce qu'on en trouve justement sur Terre des productions naturelles? Oui aussi, effectivement, il y en a de l'hydrogène naturel sur Terre qui viennent de sources hydrothermales particulières qui permettent la production d'hydrogène, mais aussi directement terrestres, là comme on peut le voir ici avec les ronds de sorcières au Brésil, où on sait qu'il y a une production d'hydrogène qui va inhiber la croissance des végétaux. Je vous montre ici les points que l'on a retrouvés, c'est-à-dire les sites où on a retrouvé des productions naturelles d'hydrogène. Le gros problème, c'est que comme l'hydrogène, c'est la plus petite molécule, c'est un gaz très léger qui va se disperser très rapidement dans l'espace et dans l'atmosphère. Donc, il est très difficile à récupérer. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'humanité consomme énormément d'hydrogène. Il faut savoir qu'elle en produit 70 millions de tonnes par an. 70 millions de tonnes par an. L'intérêt, en fait, c'est surtout pour des procédés industriels parce qu'il faut savoir que l'hydrogène est très réactif. Donc on s'en sert surtout pour quoi? On s'en sert à 95% de ces 70 millions de tonnes produits par an, on s'en sert pour faire de l'engrais, donc de l'ammoniac. Donc on prend l'azote qu'il y a dans l'atmosphère, on le fait réagir avec l'hydrogène et on a de l'ammoniac. Donc par exemple le nitrate d'ammonium, etc. C'est ce qui a explosé au Liban, hein. C'est par ça qu'on fait justement ces engrais. La désulfurisation des carburants, ça permet d'enlever le soufre qu'il y a dans l'essence, qui vont servir pour les moteurs à combustion, à explosion. Et enfin, la réduction de métaux pour faire de l'acier. Donc 95% de cet hydrogène produit va servir à ça. Seulement 5% va servir pour le côté énergétique, dont on parle de plus en plus en ce moment. Ce côté énergétique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène, c'est la molécule qui a la plus forte densité énergétique. C'est-à-dire que quand on brûle 1 kg d'hydrogène comparé à 1 kg d'essence, avec l'hydrogène, on va dégager 3 fois plus d'énergie. Ok. Et bien, grâce justement à cette densité énergétique forte, l'hydrogène énergétique va permettre d'obtenir, quand on le brûle, de la chaleur intense, qui va permettre, dont on se sert d'ailleurs pour faire décoller les fusées. Mais on peut aussi s'en servir pour faire de l'électricité dans les piles à combustible. Ces fameuses piles à combustible. Ce qui se passe, c'est qu'on fait passer l'hydrogène sur une électrode qui va casser cette molécule d'hydrogène qui est pleine d'électrons, qui va permettre, ces électrons vont transiter dans un circuit électrique
créer de l'électricité et réagir après avec l'oxygène pour former de l'eau. En fait, ces piles à combustible, c'est les piles à combustible que l'on retrouve dans certaines voitures qui roulent à l'hydrogène et qui réagissent en faisant de l'électricité. Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans la combustion de l'hydrogène, c'est que le seul produit que l'on obtient à la fin, c'est de l'énergie, soit, mais c'est de l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça hydrogène. Ça génère de l'eau. Le problème maintenant, comment fait-on ces 70 millions de tonnes par an d'hydrogène? Eh bien, à 96%, on utilise les énergies fossiles. Donc le pétrole, le charbon et le gaz. Alors bien sûr, comment on va faire? On va chauffer très fort tout ça, on va mettre de l'eau, on va mettre du gaz et on va obtenir à la fin de l'hydrogène, mais une très forte quantité de dégagement de CO2 dans l'atmosphère. Il faut savoir que pour faire les 70 millions de tonnes d'hydrogène, on rejette 2% du CO2 total dans l'atmosphère, ce qui est énorme. D'ailleurs, cette production d'hydrogène, on le définit pour l'instant, parce que ça va peut-être changer, l'hydrogène gris. D'accord? Donc c'est 96% à partir d'énergie fossile. Mais on produit aussi un petit peu d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Alors comment on fait? Je vous ai dit que les énergies renouvelables, surtout 5, produisent directement de l'électricité. Cette électricité, on peut faire l'électrolyse de l'eau. Comme je vous ai dit, la molécule d'eau, il y a de l'hydrogène dedans. Comment ça se passe? On va faire partir cette électricité, on va faire réagir cette électricité dans l'eau. La molécule d'eau va être cassée en présentant ensuite des atomes d'oxygène et des atomes d'hydrogène de l'autre côté qui vont réagir entre eux pour former la molécule d'oxygène et des molécules d'hydrogène. Alors cette idée-là justement de prendre des énergies renouvelables pour faire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau, il y a un grand projet hydrogène européen qui vient d'être mis sur la table où il va y avoir un investissement de 16 milliards d'euros fait par la France et l'Allemagne, proposé par la France et l'Allemagne, qui consiste à proposer un stockage de cet hydrogène sous forme d'électricité en faisant l'électrolyse de l'eau, produite par des énergies renouvelables, donc on va appeler l'hydrogène vert, ou décarboné. Décarboné, c'est le nucléaire, donc on va parler d'énergie d'hydrogène jaune. Alors pourquoi? Quelle est l'idée réelle en fait derrière ce grand projet? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces énergies renouvelables, au même titre que les énergies renouvelables et les réactions nucléaires, on va avoir parfois un surplus de production parce que la production va être supérieure à la demande. D'accord? Donc l'intérêt, ce serait d'essayer de stocker cette électricité. Alors comment faire? On va prendre cette électricité qui s'accumule. D'accord? Non, pas du tout. On va prendre cette électricité. Le problème, c'est que son stockage est totalement difficile à l'heure actuelle et donc on va avoir la perte de l'électricité si on ne fait rien. Et cette perte d'électricité, elle est présente à l'heure actuelle. Donc l'idée en fait, c'est de faire des électrolyseurs énormes pour pouvoir éviter la perte de cette électricité et aller le stocker sous forme d'hydrogène. Il faut savoir que l'hydrogène peut être stocké avec des conditions particulières. Il faut monter en pression, on peut le liquéfier, etc. Donc c'est quand même assez difficile, mais c'est tout à fait faisable de pouvoir stocker cet hydrogène et pouvoir le transporter où on veut pour s'en resservir, soit pour faire de la chaleur, la fameuse idée du power to gas. Donc c'est faire de l'hydrogène qu'on réinjecte dans les réseaux de gaz naturel qui peuvent servir à faire de la chaleur, ou autrement en faire à nouveau de l'électricité à l'aide de piles à combustible. Donc en fait c'est une sorte de stockage et où on peut récupérer l'électricité que l'on n'aura pas perdue cette fois-ci. Alors là, je vous ai parlé des énergies renouvelables qui produisaient uniquement de l'électricité. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de l'énergie renouvelable que l'on appelle la biomasse. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec cette biomasse, on peut aussi produire de l'hydrogène que l'on appelle le biohydrogène. Il a aussi l'avantage d'être une mobilité, d'avoir une certaine mobilité. Effectivement, la biomasse, on peut la retrouver partout. Il ne nécessite pas de terres rares ou de composés particuliers pour pouvoir optimiser la production d'électricité comme dans les éoliennes ou dans les panneaux photovoltaïques. Et il n'y a pas d'intermittence, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'il fasse nuit, jour ou que la météo soit pas bonne, on continuera à en produire. Et enfin, on peut imaginer une mobilité des installations pour la production de biohydrogène. Alors comment on fait ça? En fait, c'est un travail de microbiologiste. Comme je vous avais expliqué, on sait que quand la biomasse meurt, c'est des micro-organismes qui vont s'en charger pour le dégrader et reproduire du CO2. Il y a certains micro-organismes qui sont capables de produire de l'hydrogène, du biohydrogène. Et en fait, nous microbiologistes, ce que l'on a fait, c'est qu'on a isolé ces micro-organismes, on les a amplifiés pour améliorer la production de biohydrogène. Alors, quelle est la biomasse morte dont on va se servir pour faire ça, pour aller faire du biohydrogène? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, les humains,
il y a une perte et gaspillage alimentaire énorme. Il faut savoir qu'on dégage à peu près 1,3 milliard de tonnes par an de déchets organiques qui sont directement relargués dans la nature. On n'en fait rien, c'est quasiment un tiers des aliments produits par an. Et bien en fait, l'idée, ça serait d'aller récupérer ces pertes, ces déchets, pour en faire du biohydrogène. Et c'est un projet qui a été financé par l'IRD, donc mon institut, ici en Tunisie. Et donc l'idée, c'est de produire du biohydrogène à partir de déchets de fruits et légumes que l'on retrouve par exemple au marché de Bir El Kassa, c'est le marché de gros de Tunis. Et donc on part sur un triangle vertueux, c'est-à-dire en gros on va traiter un déchet organique pour produire du biohydrogène en économisant l'eau douce. Alors pourquoi on parle d'économiser l'eau douce? Mais comme on est dans un pays où en fait on est entouré de mer, autant prendre de l'eau de mer pour faire notre fermentation, pour faire notre procédé de production de biohydrogène, plutôt que l'eau douce qui va manquer un jour ou l'autre de toute façon en Tunisie. Alors voilà, ça maintenant nous avons fait nos expériences, donc on collabore avec l'ISBAT, ici à côté de l'hôpital Charles-Nicolle. Nous avons fait nos expériences, nous avons donc récupéré les déchets de fruits et légumes du marché de Bir El Kassa, nous avons broyé tout ça, nous avons fait un jus épais de fruits et légumes. On a mélangé ça avec de l'eau de mer et nos micro-organismes, nos microbes. On a mis tout ça dans un bioréacteur et on a produit du dihydrogène. En faisant une extrapolation, on est capable de produire 1 kg d'hydrogène à partir de 1 tonne de fruits et légumes. Alors, à quoi équivaut 1 kg d'hydrogène? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire avancer une voiture sur 100 km à 100 km/h, ou on peut faire vivre une personne ou 12 personnes par jour de consommation d'électricité ou d'énergie. D'accord? Alors maintenant, où est-ce qu'on en est ici en Tunisie? Eh bien, on est en train d'augmenter les rendements de production de biohydrogène en essayant d'abaisser le coût de notre milieu de culture et de notre système pour avoir justement que ce soit le plus rentable possible. L'idée aussi, c'est d'essayer de tester les différents déchets organiques que l'on retrouve majoritairement ici en Tunisie. Par exemple, l'idée sur laquelle on est actuellement, c'est d'essayer de traiter les déchets hôteliers et ménagers qui sont énormes. Je parle bien des déchets organiques. Enfin, on peut tout à fait s'imaginer coupler ça avec un broyeur. On met un broyeur d'évier, un bioréacteur dessous. On produit nous-mêmes notre biohydrogène chez nous. On appelle ça l'hydrogène ménager. Alors en conclusion, voilà ce que je peux dire, c'est que l'hydrogène, j'en suis persuadé, sera très certainement le vecteur énergétique d'avenir, autant chez nous que pour l'industrie, mais qu'il va falloir beaucoup de temps pour qu'il se mette réellement en place. Voilà, je vous remercie de votre attention.